Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire que nous organisons en partenariat avec notre partenaire Letton. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'évolution du BOFIT et des changements, notamment sur les dispositifs du CIR et du CII. Donc, Laure Imbert, manager conseil financement d'innovation chez Letton, va décortiquer pour vous les dernières actualités concernant les dispositifs CIR et CII et les modifications qui ont été apportées. Laure, c'est à vous. Oui, Je vous laisse la parole. merci. Bonjour à tous. Donc effectivement, aujourd'hui, l'objectif, c'est de pouvoir vous faire part des différentes évolutions, à la fois sur le bulletin officiel des impôts qui est paru cet été et sur des évolutions législatives également qui sont en cours de discussion, notamment sur la préparation du projet de loi de finances 2021. Donc en termes d'actualité, cette année en tout cas a été relativement riche. Je vous propose de découper la présentation en 3 parties. Les actualités juridiques de l'année, en tout cas les actualités juridiques majeures qui peuvent vous concerner et impacter directement les calculs des crédits d'impôt recherche et innovation. Dans un second temps, les quelques informations importantes à retenir sur la mise à jour des bulletins officiels des impôts. Et pour terminer, le projet de loi de finances 2022 en cours de discussion avec quelques informations et événements majeurs qui nous semblaient importants de vous partager. Pour commencer sur la partie actualité juridique, on a eu une année assez chargée finalement d'un point de vue décision de tribunaux administratifs, cours administratifs d'appel et conseil d'État. Je vais rappeler ici les principales jurisprudences et décisions qui peuvent avoir un impact significatif ou pas, mais en tout cas un impact sur les différentes déclarations. Donc ce sera volontairement non exhaustif. Si après vous avez des questions supplémentaires sur d'autres points qui vous semblent importants de remonter, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat que vous avez en bas à droite de l'écran et on pourra y revenir en fin de présentation. Premier élément d'information important, c'est une décision du Conseil d'État. Donc cet élément-là fait jurisprudence. Autrement dit, il est valable aussi pour toutes les déclarations actuelles, voire même antérieures, si des rectificatives peuvent être envisagées, et concerne le poste de veille technologique. Jusqu'à présent, nous avions parfois un flou juridique sur la nature des dépenses qu'il était possible de valoriser sur la veille technologique, en particulier les dépenses de participation à des salons ou à des conférences. Assez régulièrement, les vérificateurs étaient amenés à remettre en cause la valorisation d'une catégorie de personnel qui ne rentrait pas dans la définition du chercheur et technicien, c'est-à-dire les personnes qui, de manière générale, travaillent sur les projets de recherche et pointent leur temps sur les projets de recherche. Cette jurisprudence, elle est venue acter quelque chose d'un peu plus large, qui permettent d'ouvrir des postes de dépenses supplémentaires sur cette participation à des congrès, salons ou conférences, en ne limitant pas la population valorisable à la seule population de type chercheur et technicien. Autrement dit, si dans le cadre de la participation à des congrès, salons, conférences, vous avez une population un peu plus large, marketing, technico-commercial, qui peut être amené à participer à ces salons, à faire du recueil d'informations et à redonner cette information ensuite aux différentes équipes de R&D ou R&D innovation. Ce type de population aujourd'hui peut être valorisé, entre guillemets sans risque, bien entendu sous réserve de justifier que ces personnes-là ont un vrai travail de recueil d'informations techniques et scientifiques et un travail de partage ensuite de ces informations techniques et scientifiques en interne. Mais ça peut permettre d'élargir ces postes de dépenses en incluant une population supplémentaire qui jusqu'à présent était assez systématiquement remise en cause. Autres éléments importants qui concernent le poste dépenses de personnel, notamment sur les éléments de justification. On a assez régulièrement, dans le cadre de contrôles fiscaux, des vérificateurs qui cherchent à démontrer, en tout cas demandent à l'entreprise de démontrer la participation effective d'une partie du personnel sur les projets de recherche-développement ou les projets d'innovation. Premier élément de cette décision de la Cour administrative d'appel de Nantes qui a été amenée à se positionner sur le caractère légal, ou en tout cas le caractère probant de feuilles de temps qui permettaient de justifier de la participation d'une partie du personnel, en l'occurrence plutôt des techniciens de recherche sur des projets de recherche.
Les sociétés qui ont été concernées, malheureusement, n'ont pas eu gain de cause. Alors, pas parce que les feuilles de temps étaient absentes, mais parce que les feuilles de temps n'étaient pas signées. Autrement dit, si on peut être amené à justifier par tout élément probant de la participation d'une partie du personnel, souvent des techniciens de recherche, des opérateurs sur des lignes de production, par exemple, il faut être dans la capacité de pouvoir justifier et prouver que ce personnel-là a bien passé du temps. Donc, des feuilles de temps, c'est un bon élément, en tout cas, un élément probant qui permet de valider leur participation. Par contre, sans signature, ça peut potentiellement être remis en cause par l'administration fiscale. Autre élément intéressant, ça peut être aussi des comptes rendus de participation, des comptes rendus de réunion. Même chose, dans l'idéal, nommer et faire émarger ces différentes personnes sur des synthèses de comptes rendus permet au moins de prouver que leur présence a effectivement été là, en tout cas sur ces temps de participation. Et ce sera en l'occurrence des éléments probants qui ne devraient pas être mis en compte. Deuxième décision qui concerne un cas un peu particulier, c'est le cas d'une société de services qui a eu du mal à apporter des éléments probants justement de justification. Et une décision de la Cour administrative d'appel de Nancy a considéré que les quantums des heures étaient parfois injustifiés, notamment en l'absence de ces éléments justificatifs de participation. Donc le travail qui a été fait par l'administration fiscale, c'était de comparer les heures facturées aux clients par rapport aux factures, donc aux heures réellement consommées, et à considérer que les quantums valorisés n'étaient potentiellement pas compatibles avec le volume annuel de travail des salariés. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'un quantum des heures élevées n'est pas justifiable et valorisable au crédit d'impôt. Ça veut simplement dire qu'il y a quelques garde-fous, quelques points d'attention à avoir lors de l'établissement des déclarations de crédit d'impôt recherche, et notamment sur des valorisations de quantum élevés, de pouvoir justifier par tout élément probant également qu'on est bien sur un projet de recherche et que la contribution effective était effectivement importante. Donc ces différentes décisions de cour administrative d'appel viennent simplement acter un élément qu'on avait déjà constaté dans le cadre de contrôles fiscaux, c'est-à-dire des éléments de preuve qui sont de plus en plus demandés. Donc aujourd'hui, pour justifier d'une valorisation crédit d'impôt recherche ou crédit d'impôt innovation, ne seront pas uniquement demandés des éléments factuels type bulletin de salaire, relevé de cotisation patronale, etc., mais parfois et de plus en plus des éléments pour pouvoir justifier de la participation effective des différentes personnes sur les projets. Donc des points d'attention à avoir. L'idée d'un point de vue opérationnel, c'est d'essayer de consolider, de se constituer un répertoire de ces éléments probants, éventuellement au fur et à mesure de l'avancée des projets, voire en fin d'année, pour que dans le cadre d'un contrôle fiscal éventuel ultérieur, vous puissiez avoir tous les éléments factuels de justification à apporter à l'administration fiscale. Un autre élément qui nous semblait important, c'est également une jurisprudence, donc Conseil d'État, qui est parue en mai dernier, qui concerne le remboursement de la créance et notamment le versement des intérêts moratoires. Donc cette décision, elle concerne principalement les sociétés qui peuvent demander un remboursement, donc des PME, au sens communautaire. Et le cas de figure qui est abordé ici, c'est une société qui avait fait une demande de remboursement d'un reliquat de crédit d'impôt recherche qui n'avait pas pu être imputé sur l'impôt sur les sociétés. D'ordinaire, l'administration a un délai légal de 6 mois pour répondre et donner un avis favorable ou défavorable à cette demande. En pratique, on constate assez régulièrement que ce délai-là n'est pas respecté pour des raisons diverses et variées qui sont souvent des problématiques de charges, ou en tout cas de bande passante de l'administration fiscale qui assez régulièrement ne peut pas traiter l'intégralité des demandes sur un délai de 6 mois. Ce qui ne signifie pas que la demande est rejetée, mais parfois on peut avoir une demande d'information complémentaire, voire une expertise du ministère de la Recherche ou de la Directe. Donc on peut aussi justifier assez simplement un décalage temporel sur ce délai de 6 mois. Par contre, dans ce contexte-là, la société a bénéficié du remboursement de sa créance de crédit d'impôt recherche, mais avec un peu, voire beaucoup de retard. Une demande qui avait été faite en 2015, elle a bénéficié du remboursement du reliquat de son crédit d'impôt recherche au mois de mars 2017. Donc là, on a pratiquement un délai de 2 ans qui court, délai de 2 ans pendant lequel cette société-là a fait une demande d'intérêt moratoire, de la même manière que l'administration fiscale, dans le cadre de contrôle, peut demander des intérêts moratoires sur une créance de crédit d'impôt recherche qui serait redressée.
l'entreprise qui constate elle également qu'elle est lésée sur une procédure ou sur une réclamation peut demander des intérêts moratoires. Donc c'est ce qu'elle a fait. La demande a été assez longue avant d'être traitée, puisque finalement la décision favorable à l'entreprise est tombée au mois de mai 2021, mais a donné raison à cette société. Ce qui signifie que finalement, pour toutes les entreprises PME qui pourraient être amenées à faire une demande de remboursement, si l'administration fiscale répond sous un délai supérieur à 6 mois, mais que l'entreprise bénéficie du remboursement de sa créance de cire, elle est techniquement redevable des intérêts moratoires qui vont courir de la date de demande du remboursement de la créance jusqu'à la date de remboursement effectif de cette créance. Donc, ce sont des intérêts moratoires qui ne sont pas forcément élevés, c'est 0,2% du CIR par mois de retard. Par contre, quand on arrive sur des enjeux importants, voire sur des délais importants, ici, ça représentait, je crois, 7 000 euros d'intérêts moratoires. Donc, c'est parfois pas négligeable. Et ça peut être effectivement un levier, en tout cas à appliquer pour les PME qui souhaiteraient avoir, entre guillemets, une espèce de compensation liée à un décalage temporel du remboursement des créances. Plutôt intéressant. D'autres éléments importants qui sont également parus sur le cours d'année. Alors, ça ne concernera peut-être pas l'intégralité d'entre vous, mais ça donne plutôt un recul intéressant. C'est une décision de la Cour administrative d'appel de Versailles qui concerne la remise en cause d'un bénéfice de cire d'une société sous-traitante qui avait facturé une prestation en proportion de son chiffre d'affaires. Donc, on était plutôt sur des redevances dans le cas de commercialisation de logiciels. Et l'administration fiscale avait considéré que ce mode de rémunération ne pouvait pas permettre à la société sous-traitante de bénéficier d'un crédit d'impôt recherche. De manière factuelle, la Cour administrative d'appel de Versailles a débouté en tout cas cette décision, notamment en mettant en évidence que le mode de rémunération n'est pas un élément à prendre en compte dans l'analyse de l'éligibilité d'une dépense en termes de crédit d'impôt recherche. Donc, autrement dit, d'abord s'assurer que le projet est bien un projet de recherche, et ensuite ne pas avoir la possibilité d'exclure tout type de dépenses quand bien même ce soit facturé sous forme de redevance. Donc, par extension, on peut aussi, c'est là où ça paraissait intéressant, raisonner sur des sociétés de services ou des sociétés de conseil qui sont amenées parfois à facturer des prestations ou en régie ou en mode forfait. Et on a aujourd'hui, de manière factuelle, des remises en cause de l'administration fiscale, majoritairement sur des projets de type régie, mais on pourrait utiliser cette décision de la Cour administrative d'appel aussi pour pouvoir débouter une simple redressement, une simple remise en cause d'un projet sur la base d'un mode de rémunération ou de facturation en utilisant justement cette décision. Autres éléments plus factuels qui ne sont pas forcément nouveaux, mais qui permettent d'être rappelés, parce que ça a été défini en tout cas par un décret datant du 18 juin dernier. Le décret vient simplement préciser les modalités d'agrément. Donc, pour toute société qui souhaite être agréée auprès du ministère de la Recherche, ce décret-là est venu asseoir les différentes dates, les différents créneaux pendant lesquels une société peut être amenée à déposer un dossier. Donc, pour rappel, toutes premières demandes sont à déposer avant le 15 mars de l'année sur laquelle porte la demande. On a élargi également le délai qui courait avant du 1er janvier jusqu'au 15 mars. Aujourd'hui, les sociétés qui souhaiteraient faire une première demande d'agrément pour l'année 2022 pourraient déposer dès à présent, en tout cas dès le début du mois de décembre, leur dossier de demande d'agrément. Sachant que le 15 mars, ça reste quand même un délai court. Donc, si certaines sociétés souhaitent se faire agréer, c'est finalement maintenant qu'il faut commencer à y réfléchir pour pouvoir être serein, en tout cas, sur le délai de dépôt. Les différentes demandes de renouvellement d'agrément, elles, sont à déposer entre le 1er septembre et le 30 novembre de la dernière année de l'agrément valide. Autrement dit, une société qui aurait un agrément 2019, 2020, 2021 a jusqu'à la fin du mois de novembre pour pouvoir déposer sa demande de renouvellement. Le décret vient également préciser les différents éléments qui sont à joindre à la demande. Donc, ce sont des éléments qu'on connaissait déjà, mais en tout cas, ça permet d'être acté et couché sur le papier. Et il y a également un accord entre guillemets, d'extension ou de prolongation des durées d'agrément. On pouvait avoir des agréments sur des durées d'1 an, 2 ans, qui étaient pas forcément simples à gérer pour les entreprises agréées, parce qu'elles étaient amenées à finalement faire des demandes de renouvellement d'agrément assez régulièrement. Aujourd'hui, on sera plutôt sur des durées de 3 ans,
ou de 5 ans, de manière assez systématique. Donc un délai plus long qui permettra aussi pour ces structures-là de ne pas redéposer des dossiers de renouvellement tous les ans ou tous les 2 ans. Dernière décision relativement importante qui est parue sur le mois de juin dernier. Donc, c'est une jurisprudence, décision du Conseil d'État qui date du 18 juin, qui concernait une société également de services, société de conseil, société de services, sur laquelle on va revenir un petit peu au point de la Cour administrative d'appel de Versailles tout à l'heure. On avait une remise en cause de la valorisation au crédit d'impôt recherche de prestations qui sont facturées parce qu'elles ont été commandées par des donneurs d'ordre. Donc cette décision-là, finalement, est plutôt une bouffée d'oxygène pour ces types de structures pour lesquelles le Conseil d'État a estimé que le fait qu'une prestation de recherche soit intégralement refacturer à un client ne pouvait pas être un motif légitime de remise en cause du bénéfice du crédit d'impôt recherche. Donc finalement, on en revient un petit peu aux bases, et c'était tous les leviers et toutes les actions qui étaient menées jusqu'à présent pour ce type de structure, c'est-à-dire d'abord étudions l'éligibilité technique du projet. Si le projet est éligible, et a été considéré comme éligible par un expert. Le fait que ce soit une prestation régie, une prestation forfait, une prestation qui soit entièrement refacturée à un client, finalement, est sans conséquence. Donc, ça permet de limiter aussi les motifs de redressement qu'on voyait assez régulièrement, sur lesquels l'administration fiscale était amenée à redresser les projets au motif que la société sous-traitante ne supportait pas les coûts et ne supportait pas les risques. Le fait qu'elle ne supporte pas les coûts aujourd'hui sera un motif qui sera non avenu et qui permettra, on l'espère en tout cas, de sortir un certain nombre de motifs de redressement sur des contrôles fiscaux en cours. Deuxième partie de la présentation, donc, portée en tout cas principalement sur la mise à jour des bulletins officiels des impôts. Petite présentation, en tout cas petite ouverture avant de vous présenter ces évolutions. Le crédit d'impôt recherche, pour rappel, c'est un dispositif qui est aujourd'hui pérenne, qui a quand même fait l'objet de nombreuses évolutions, modifications depuis les années 2010. Ce qu'on a constaté quand même, de manière globale, c'est qu'on était sur une volonté d'élargissement des dépenses. De l'année 2010 à l'année 2017 environ, avec un certain nombre de postes de dépenses qui avaient été élargis, la création par exemple du crédit d'impôt innovation en 2013, des statuts de jeunes docteurs qui ont permis d'avoir un bénéfice de CIR supplémentaire, un élargissement de la prise en compte des dépenses de propriété intellectuelle, du remboursement immédiat pour les PME, etc. En tout cas, les différentes décisions qu'on a été amené à constater étaient plutôt dans un objectif d'avoir des dépenses supplémentaires intégrées dans la valorisation de ces différents crédits d'impôt. Depuis 2018, on constate quelque chose de différent, qui va même plutôt à l'encontre de cette première tendance, c'est une diminution des dépenses. Donc au-delà des obligations déclaratives supplémentaires, depuis 2018, on a la baisse des frais de fonctionnement qui impacte quand même parfois significativement le montant du crédit d'impôt. On a davantage de contraintes, la suppression du doublement des factures pour les organismes publics qui va voir le jour à compter du 1er janvier 2022, des sujets de sous-traitance qui sont parfois pas évidents justement à identifier, à appréhender. Donc on était plutôt sur une volonté de l'administration fiscale de donner des coups de rabot. Et en tout cas, la mise à jour du bulletin officiel des impôts va un petit peu dans ce sens-là. Pourquoi ce bulletin officiel a été mis à jour? D'une manière simple, je pense que beaucoup d'entre vous l'aviez constaté, on avait un parti pris du ministère de la Recherche depuis 2018 qui avait modifié un petit peu les règles, c'est-à-dire le manuel de Frascati qui était davantage mis en avant sur les critères d'éligibilité, un certain nombre de partis pris sur des dépenses de sous-traitance qui étaient actés dans ces guides CIR, et on avait un décalage assez fort entre le guide CIR utilisés par les experts et les bulletins officiels des impôts utilisés par les vérificateurs fiscaux dans le cadre de contrôle. L'avantage aujourd'hui, c'est que finalement, tout a été remis à plat et le bulletin officiel des impôts va prendre davantage en considération les propositions de modification qui avaient été faites par le ministère de la Recherche. Donc, qu'est-ce qu'on a en termes d'évolution dans ce bulletin officiel des impôts? Principalement l'apparition des 5 critères d'éligibilité au crédit d'impôt recherche, une volonté de clarification, alors je le mets entre guillemets, je vous expliquerai après pourquoi, de la partie sous-traitance, la prise en compte des organismes publics, l'intégration des différentes jurisprudences, notamment les arrêts FNAM, c'est Akimat 2020, et j'y reviendrai également, et la mise à jour des modalités de calcul qui avaient été actées, notamment les frais de fonctionnement.
Sur la définition de la R&D, on a finalement des évolutions, mais peu d'évolutions, parce qu'on avait déjà ces informations par l'intermédiaire du guide CIR du ministère de la Recherche, mais on a quelque chose qui est aujourd'hui plus acté sur la recherche fondamentale, sur la recherche appliquée, sur le développement expérimental, avec davantage d'explications et de définitions, notamment sur la justification du critère de nouveauté et d'incertitude, où on a des précisions sur la notion de recherche bibliographique, sur comment positionner une incertitude ou un verrou technique au regard de la recherche bibliographique et de l'état de l'art. Donc, c'est des clarifications qui vont finalement dans le bon sens, qui ne sont qu'une retranscription du manuel de Frascati, mais ça permet d'avoir une version des bulletins officiels des impôts qui, un, est plus fidèle au texte de base et de référence, et deux, qui coïncide avec la définition du guide CIR. Donc, ce sera potentiellement plus simple pour tout le monde si on a un débat sur la définition même de la R&D au sens des textes de loi. Deuxième poste intéressant, deuxième partie intéressante, donc la partie sous-traitance. Je vais juste rappeler les deux arrêts FNAMS et TAKIMA qui étaient parus courant 2020. L'arrêt FNAMS qui était plutôt important, ça permettait à une société qui fait appel à un prestataire dans le cadre d'une analyse, d'un essai de routine, en tout cas d'une prestation qui n'est pas une prestation de recherche en tant que telle, mais qui est indispensable à un projet de R&D, de pouvoir valoriser ces factures-là sans risque. Jusqu'à présent, on avait une remise en cause, en tout cas jusqu'à 2020, on avait une remise en cause assez régulière du poste sous-traitance parce que l'administration considérait qu'on devait commander une prestation de recherche. En pratique, ce n'était pas nécessairement le cas, et en tout cas, la REFNAM c'est venu sécuriser la valorisation de la sous-traitance quand on commande une prestation qui est nécessaire à un projet, même si cette prestation en soi n'est pas de la recherche et développement en tant que telle. L'arrêt TAKIMA était plus lié aux prestations, aux prestataires de services, donc sociétés de conseil, une société de services en informatique ou en ingénierie, qui notamment agréée, qui permettait à ces dernières, quand elles valorisaient un projet dans leur calcul de crédit d'impôt recherche, de déduire non pas l'intégralité de la facture, mais uniquement les dépenses exposées éligibles. Donc ça signifiait simplement qu'elles ne devaient retraiter que le montant non margé de la prestation pour éviter d'être lésée aussi sur son calcul de crédit d'impôt. Donc ces jurisprudences ont été intégrées, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et on a, par contre, d'où les guillemets sur le terme clarification tout à l'heure, un peu plus d'informations ou de détails. Le BOFIP a essayé d'apporter une distinction entre des prestations avec obligation de moyens et des prestations avec obligation de résultat. La manière d'interpréter ça, en tout cas pour l'administration fiscale, c'est de considérer une collaboration ou de la recherche contractuelle, donc la recherche de R&D, comme une prestation avec obligation de moyens et un prestataire de service comme une obligation de résultat. En pratique, on sait que c'est pas systématiquement le cas. On peut avoir un prestataire de service qui travaille aussi avec des obligations de moyens. Donc finalement, les différents schémas ou précisions qui ont été apportés dans ce BOFIP complexifient davantage l'analyse et l'approche. Et ça nécessitera, je pense, d'en discuter sur un certain nombre de contrôles qui pourraient être amenés à utiliser ces bulletins officiels des impôts, parce que très clairement, leur définition manque de clarté et parfois difficile à interpréter. On a d'autres précisions qui ont été apportées, notamment sur le thème de la sous-traitance de second rang, qui était parfois possible et possible uniquement si le sous-traitant de second rang est lui-même agréé au titre du crédit d'impôt recherche et innovation, et le terme du fin de doublement des factures liées aux prestations des organismes publics qui a également été ajouté. Sur cette partie sous-traitance auprès d'organismes publics, juste pour rappel, jusqu'à présent, jusqu'au 31 décembre 2021, lorsqu'une société faisait appel à une université ou un organisme public dans le cadre d'un projet de recherche, elle pouvait valoriser la facture pour le double de son montant hors taxe. Ce ne sera plus le cas pour le crédit d'impôt recherche 2022. Donc on aura une valorisation pour le montant simple et ça implique également pour ces organismes publics de faire une demande d'agrément auprès du ministère de la Recherche. On n'a aujourd'hui toujours pas les définitions ni les modalités de ces demandes d'agrément pour les organismes publics. On attend une mise à jour du site du ministère de la Recherche pour avoir des précisions. Donc aujourd'hui, on ne sait pas
quelle est la teneur de cette demande d'agrément. Est-ce que c'est une présentation d'un projet de recherche? Est-ce que c'est simplement un formulaire déclaratif à déposer? On espère qu'on en saura plus d'ici le début du mois de janvier. Et auquel cas, on vous tiendra informé quand on aura en tout cas ces informations-là. Autre impact, ça concerne le plafond des dépenses de sous-traitance. Jusqu'à présent, on pouvait avoir pour 1 euro dépensé en interne, 3 euros dépensés en termes de sous-traitance. Le fait de réintégrer les organismes publics dans la base sous-traitance, on passe de 1 euro dépensé en interne, autorisera 4 euros de dépenses de sous-traitance. Donc ça peut permettre aussi d'élargir très légèrement le plafond admissible sur la sous-traitance, qui est peut-être une bonne chose, en tout cas on l'espère. Et ça devrait permettre aussi peut-être de compenser en partie l'impact de la baisse des dépenses non doublées dans le cadre de cette décision. Un amendement a été déposé au Sénat, on y reviendra juste après, parce qu'on a quelques nouveautés aussi qui sont parues la semaine dernière et qui vont aussi changer un petit peu les modalités de valorisation éventuelle de la sous-traitance publique. Les derniers éléments, ce sont les mises en conformité. Donc, je ne vais pas forcément y passer beaucoup de temps. C'est simplement des choses très factuelles sur les frais de fonctionnement qui sont fixés à 43%, l'instauration des taux majorés en Corse qui étaient déjà existants mais qui sont actés dans les bulletins officiels des impôts, la réintégration de la CET également qui se fait suite à une décision jurisprudence également qui est parue sur le mois de mai, qui permet de réintégrer la CET en tant que cotisation sociale obligatoire. Donc ça, c'est aussi un point qui peut être intéressant sur les valorisations des CIR 2021. On était avant sur une CET retraitée, aujourd'hui on sera sur une CET intégrée. D'autres modifications apportées qui sont des modifications un peu moins impactantes, la prise en compte des dépenses d'intérimaires qui restent possibles, la déduction des prêts à taux zéro qui vont être considérés comme étant des subventions, et les modifications très légères sur les modalités de perte et de gain de statut PME. Quand on a une société qui dépassait les seuils, elle perdait son statut PME le deuxième exercice consécutif pendant lequel on constatait que les seuils étaient dépassés. On va avoir ce même cas de figure dans le cas d'une société qui redeviendrait PME. Exemple, une société qui cède ou en tout cas qui sépare une partie de son activité. Jusqu'à présent, on était amené à se dire on est PME dès la première année. Non, il faudra bien conserver aussi 2 exercices consécutifs pour pouvoir s'assurer que le statut de PME est bien acté et validé. Quel est l'impact global de ces modifications? Alors, on a peu de plus, malheureusement. Le seul côté positif aujourd'hui, c'est simplement une harmonisation des pratiques entre le ministère de la Recherche et l'administration fiscale. On voit malheureusement un peu plus de moins, notamment sur la partie sous-traitance éligible, sur lequel on a clairement une difficulté de compréhension de l'analyse du bulletin officiel des impôts sur ce qu'on a le droit ou pas le droit de valoriser. On peut craindre aussi une baisse mécanique de la valorisation de la sous-traitance publique, notamment si les organismes publics oublient de se faire agréer sur l'année 2022. Et ça risque malheureusement d'être le cas. On a bon nombre de structures qui étaient agréées d'office. Il est fort à parier que certaines vont oublier de faire cette demande d'agrément, malheureusement. Pour finir, le projet de loi de finances 2022, donc, qui est en cours de discussion aujourd'hui. On a eu beaucoup d'amendements qui ont été déposés à l'Assemblée nationale, qui ont en tout cas présenté un certain nombre de sujets, dont certains étaient relativement intéressants. Je vous en présente 3. Un, malheureusement, que j'ai omis dans cette présentation, mais je peux au moins vous le donner à l'oral. Premier amendement qui a été adopté. Donc, adopter ne veut pas dire voter. C'est simplement qu'on a un consensus aujourd'hui sur l'Assemblée nationale sur une décision. On devra malheureusement attendre la loi de finances définitive qui devrait paraître courant décembre pour s'assurer que cet amendement sera effectivement acté et couché sur le papier. Premier concernait les JEI, Jeunes Entreprises Innovantes, avec une décision plutôt intéressante d'élargissement de la durée de validité du statut de jeune entreprise innovante. Aujourd'hui, une société pouvait bénéficier du statut JEI jusqu'à son 8e anniversaire. On a une volonté d'élargissement jusqu'au 11e anniversaire. Donc, on gagnerait 3 ans de bénéfice du statut. On ne sait pas aujourd'hui à partir de quand, pour quelle société, à partir de quelle date de création. Donc, ce sont des éléments qu'on va attendre avec impatience pour pouvoir les communiquer et savoir
concrètement quelles sont les structures qui vont être impactées, mais en tout cas, c'est déjà une bonne nouvelle, un élargissement de 3 ans du bénéfice du statut JDE. Le deuxième élément intéressant, c'est l'instauration ou la volonté d'instauration d'un nouveau crédit d'impôt qui se rappellera le crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative. Donc, ce crédit d'impôt sert à compenser justement la perte liée à la fin du doublement des factures des organismes publics. Pourquoi ce crédit d'impôt? Simplement parce que le gouvernement avait une volonté assez forte de pouvoir poursuivre et pérenniser ses collaborations publiques-privées. Et on sait que le crédit d'impôt était quand même un élément qui était important pour pouvoir acter ces différents éléments. Comment devrait fonctionner ce crédit d'impôt? Je parle bien au conditionnel parce qu'on n'a pas encore tous les éléments. Il entrerait en vigueur à compter du 1er janvier pour des projets de recherche qui seraient menés entre une entreprise et un ou plusieurs organismes publics qui sont appelés, en tout cas qui sont appelés pour ce crédit d'impôt des ORDC, des organismes de recherche et de diffusion de connaissances. C'est ni plus ni moins qu'un organisme public. Mais pour tout nouveau contrat de collaboration qui serait signé à compter du 1er janvier 2022, sous réserve que ce soit avec un organisme public, que cet organisme public soit agréé par le ministère de la Recherche, que le projet bénéficie d'un partage des risques, d'un partage des connaissances, d'un partage des résultats, notamment en termes de propriété intellectuelle, et d'un partage des coûts, avec un plafond à 90% de coûts supportés par l'organisme public. Si on respecterait toutes ces conditions, on pourrait avoir un crédit d'impôt qui s'élèverait à 50% des sommes facturées par l'organisme public pour les PME et 40% des sommes facturées par l'organisme public pour les ETI et les grands comptes. Donc quelque chose de plutôt intéressant. On a un plafonnement à 2 millions d'euros par an qui laisse quand même un champ des possibles assez intéressant. Aujourd'hui, on n'a pas plus d'informations sur le comment, le pourquoi. Donc, ça devrait arriver courant décembre. Et quand on aura plus d'informations, bien entendu, on vous en fera part pour préciser ces différentes modalités. Dernier élément qui a été voté aussi la semaine dernière concerne le crédit d'impôt innovation. On était sur un dispositif qui, jusqu'à présent, n'était pas pérennisé. On avait un bornage temporel du crédit d'impôt innovation. Aujourd'hui, il a été étendu. Jusqu'à présent, le crédit d'impôt innovation était entre guillemets vivant jusqu'en 2022. On a 3 ans a priori de crédit d'impôt supplémentaire, donc il a été étendu jusqu'au 31 décembre 2025, avec pas de modification sur les C2I 2021 et 2022, mais des modifications sur les C2I 2023, 2024, 2025. Deux modifications majeures. La suppression, des frais de fonctionnement. Donc, les 43% des dépenses de personnel qui ne seraient plus appliquées, on serait uniquement sur une valorisation des dépenses réelles, c'est-à-dire le coût horaire ou le coût journalier chargé. Mais une modification du taux d'option. Le C2I aujourd'hui était à 20% des dépenses éligibles. On passerait sur un taux à 30% en France et un taux qui passerait de 40% à 60% en Outre-mer. On ne sait pas aujourd'hui si le plafond des 400 000 euros est amené à évoluer ou pas. Mais sur la seule base des dépenses de personnel, ces modifications devraient entraîner, in fine, une légère augmentation du C2I de 7% en moyenne. Le gouvernement a communiqué sur une enveloppe d'environ 20 millions d'euros supplémentaires au profit de PME innovantes à compter de 2023. Donc, on peut s'attendre en tout cas à ce que ça puisse peut-être permettre d'élargir les entités déclarantes ou les sociétés qui ne déclarent pas aujourd'hui de C2I et qui seraient amenées à le faire. Donc, ce sont en tout cas les 2 ou 3 dernières évolutions majeures, comme je vous l'ai dit, non votées définitivement à date, mais qui ne devraient pas beaucoup évoluer sur la forme, mais peut-être un peu sur le fond. Normalement, on sera amené à faire une communication un peu plus globale début janvier, une fois que la loi de finances définitive sera votée, pour pouvoir vous partager en tout cas ces différents éléments. Vous retrouverez sur cette slide les coordonnées globales, mais on vous communiquera les miennes de manière précise à la fin de la présentation également, si vous avez des remarques ou des questions plus particulières. Et puis, je vous propose de passer aux questions-réponses. Merci Laure pour cette présentation très détaillée, très pertinente. Nous avons effectivement des questions. Alors, il y a une question qui est un petit peu longue puisque avant de poser la question, la personne pose un petit peu le contexte. Donc voilà, je vais vous la lire.
Les dépenses de personnel afférentes à un agent public mis à disposition auprès d'une entreprise au titre des articles du Code de la recherche et facturées à l'entreprise par l'établissement public, employeur de l'agent, peuvent être prises en compte dans la base du calcul du CIR par l'entreprise au prorata du temps effectivement consacré par l'agent aux opérations de recherche de l'entreprise. La question est la suivante. Est-ce que cette facturation est éligible à la règle du doublement? Et si oui, cela sera-t-il toujours le cas à compter de janvier 2022? Alors, sauf erreur de ma part, si on est sur de la mise à disposition de personnel, la facturation doit être une facturation au coût réel. On a deux possibilités de valorisation sur de la mise à disposition de personnel. On peut l'intégrer directement dans les dépenses de personnel si on a effectivement un contrat de mise à disposition, ce qui permet de bénéficier aussi des 43% de frais de fonctionnement, qui peut être une première option intéressante. La deuxième serait effectivement de ne valoriser que la facture émise par l'organisme public, qui reste à mon sens aussi valable. Ça reste une facturation émanant d'un organisme public, donc je serais tentée de dire que la facturation ne sera plus éligible à la règle du doublement, malheureusement, à compter du 1er janvier 2022, parce que ça va concerner toutes les factures émises par les organismes publics, quand bien même ce soit de la mise à disposition ou pas. Peut-être que la solution ici serait vraiment de basculer sur la mise à disposition et intégrer le personnel directement dans le poste dépenses de personnel pour s'affranchir justement de ces problématiques. Ok, très bien. J'ai une autre question qui concerne le prêt à taux zéro pour l'innovation. Quelles sont les modalités de reprise, année du décaissement ou ventilé sur la durée? Bonne question. Aujourd'hui, le PTZI va être intégré dans la catégorie subvention. Donc techniquement, on devrait avoir le même traitement que pour une subvention, c'est-à-dire ventiler sur la durée à hauteur des dépenses engagées. C'est en tout cas ce qui sera, à mon sens, communément admis par les vérificateurs. Après, tout dépend du PTZI, de la nature du prêt à taux zéro. Une déduction l'année du décaissement serait tout aussi envisageable. Difficile de répondre de manière tranchée sur le sujet. Je pense que ça va dépendre du prêt à taux zéro, de la nature des dépenses qu'il est amené à couvrir. Si c'est un projet qui normalement est prévu dans la durée, je serais tentée de dire une ventilation sur la durée. Si ça porte sur une dépense plutôt de démarrage, vraisemblablement, ça pourrait être aussi déduit l'année du décaissement. Ça va dépendre. Les deux seraient valables en tout cas. Sachant qu'il est cumulable avec le CIR, mais il n'est pas forcément soumis aux mêmes règles juridiques et législatives. Il est cumulable avec le CIR comme toute subvention. Simplement, la déduction des prêts à taux zéro comme des subventions permet de ne pas bénéficier deux fois, entre guillemets, d'une aide sur une même dépense. Voilà, le principe global est là. Très bien. Nous avons une troisième question. Quels sont les organismes qui peuvent être agréés au RDC? Et ensuite, quelles sont les modalités de demande d'agrément? Les CTI sont-ils éligibles? Alors, les organismes qui peuvent être agréés au RDC, c'est justement le flou juridique qu'on n'a pas aujourd'hui. On n'a pas la définition plus précise des ORDC, à part que ce sont des organismes de recherche et de diffusion des connaissances. Donc, on serait tenté de dire que tous les organismes publics aujourd'hui devraient a priori rentrer dans cette définition-là. Normalement, c'est régi par une définition de la recherche que malheureusement j'ai plus en tête. Je suis en train d'essayer d'ouvrir le document associé. Mais ça devrait a priori être en tout cas tous les organismes publics à peu de choses près. J'essaye de voir si j'ai l'information. Je vous demande juste une seconde. Alors l'ORDC, je vous fais un petit texte un peu pompeux. Est défini selon la terminologie de la Commission européenne, c'est l'encadrement des aides d'État avec un code. Une entité telle qu'une université, un institut de recherche, une agence de transfert de technologie, un intermédiaire en innovation, une entité collaborative réelle ou virtuelle axée sur la recherche, quel que soit son statut légal ou son mode de fonctionnement, dont l'objectif est d'exercer en toute indépendance des activités de recherche fondamentale, industrielle ou de développement expérimental. Donc, un ORDC serait a priori assez large sur la définition d'organisme public, à définir en tout cas ou à préciser par le projet de loi de finances ou la loi de finances, mais
je serais tentée de dire tous les organismes publics. Les modalités de demande d'agrément, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, on ne les a pas aujourd'hui. Le ministère de la Recherche devrait communiquer à ce sujet, j'espère, rapidement. On ne sait pas quelles sont les modalités de demande d'agrément. C'est bien justement ce qui pose problème. Et les centres techniques industriels, oui, seraient éligibles, vont entrer dans la catégorie des organismes publics, donc a priori des ORDC aussi, a priori. Pareil, à confirmer par cette définition-là. Moi, je pense, agent de transfert de technologie, intermédiaire en innovation, entité collaborative réelle ou virtuelle axée sur la recherche. CTI devrait peut-être entrer dans ce contexte-là, peut-être à creuser. Je ne peux pas répondre de manière tranchée non plus sur le sujet, ça nécessite d'aller chercher un peu plus loin dans les textes. La personne qui a posé la question aura vos coordonnées et pourra, le cas échéant, se rapprocher de vous pour avoir une explication un petit peu plus détaillée, pertinente et peut-être en fonction des demandes qui sont les siennes. C'est ça. Voilà. J'ai une autre question. Pour une entreprise agréée qui doit déduire de ses dépenses éligibles les facturations recettes encaissées correspondant à ses dépenses, comment doit se calculer la marge à retraiter en référence à l'arrêt Takima? Takima, au coût réel. Au coût réel, après, c'est une déduction techniquement au coût réel. Il n'y a pas de méthodologie qui a été actée par l'administration fiscale sur ces retraitements-là. Donc la manière, après, normalement, on sait normalement de combien sont margés, enfin, j'espère. On sait de combien sont margés normalement les différentes prestations. Donc l'idée, c'est de pouvoir essayer d'éventuellement de faire un calcul au coût réel sur la base du personnel et puis de faire une déduction uniquement de ce coût réel-là. C'est une première option donc on peut appliquer. Deuxième option, on a parfois une marge globale et du coup, ça demande d'avoir l'information auprès des équipes commerciales de quelle est la marge qui a été appliquée sur chaque facture et auquel cas on déduit ce taux de marge directement sur la facturation. Ok. Alors là, nous avons une question qui concerne l'exploitation des brevets et des logiciels d'un tiers dans le cadre des redevances qui sont dues par une entreprise. Dans le cadre de l'exploitation, y a-t-il une différence entre les redevances liées à un logiciel et celles liées à un brevet? Alors, dans quel cas les redevances dues par une entreprise dans le cadre d'une exploitation d'un brevet ou d'un logiciel d'un tiers peut être éligible au CIR? Alors oui, il y a une différence entre les redevances liées à un logiciel et celles liées à un brevet, parce que les redevances liées à un brevet ne sont pas des dépenses qui sont valorisables aujourd'hui. Il n'y a pas de poste de dépense crédit d'impôt recherche qui permettent de valoriser. Le cas où les redevances éventuelles, alors c'est pas tant les redevances qui seraient dues par une entreprise dans le cadre d'une exploitation d'un logiciel qui serait éligible, parce que là, on sera plutôt sur un dispositif de type IP Box, à mon sens, qui sera aussi entre guillemets, éligible à un dispositif de crédit d'impôt, mais qui ne sera pas le crédit d'impôt recherche. Normalement, les redevances ne sont pas valorisables en tant que telles. Par contre, les travaux de recherche qui permettraient ensuite de créer le logiciel sur lequel on applique des redevances pourraient l'être. Je ne sais pas si je réponds parfaitement à la question, mais du coup, non. Il n'y a pas de cas a priori où les redevances sont éligibles au CIR. Redevance logicielle, ce serait plus de l'IP Box, et le redevance d'un brevet n'entre pas dans un poste de dépense en particulier. Okay. Là encore, je pense que pour aller peut-être un petit peu plus en détail dans la réponse, la personne pourra se rapprocher de vos équipes. Et notamment, c'est une bonne transition, le dispositif IP Box peut être aussi quelque chose de pertinent à présenter dans le cadre des logiciels. Également. Très bien. Enfin, une dernière question. Est-ce qu'une filiale de R&D étant déjà agréée au doublement du CIR pourrait être reconnue comme un ORDC? Une filiale de R&D étant déjà agréée au doublement du CIR. Association, type INSAVALOR peut-être, c'est le seul cas que je vois. Parce qu'aujourd'hui, techniquement, tous les organismes de recherche publics ne sont pas agréés, à l'exception de certaines catégories, comme les associations de loi 1901 sous condition. Je prenais l'INSAVALOR parce que c'est le premier qui me venait en tête, qui du coup une structure adossée, exactement, qui nécessite un agrément. Je pense que c'est ça. Hein, okay. C'est bien INSAVALOR, oui, c'est une personne d'INSAVALOR qui a posé la question. Techniquement, oui, ça devrait être reconnu comme un ORDC,
mais pareil, à définir une fois qu'on aura la liste définitive. Aujourd'hui, ils ont voulu, enfin, le gouvernement, en tout cas l'Assemblée nationale, a voulu donner une définition assez large de l'organisme public. Donc, j'ose espérer que dans la définition de l'ORDC, organisme de recherche et de diffusion des connaissances, l'INSAVALOR puisse rentrer également dans ce contexte-là. Je serais étonnée que ce ne soit pas le cas. Maintenant, ça devra quand même... l'agrément en plus est déjà là, donc ça nous facilite la tâche à partir de 2022. À creuser. Je serais tentée de dire oui, mais je ne peux pas être catégorique non plus. INSAVALOR reste quand même une université, ou en tout cas dans une université, ça reste une entité collaborative axée sur la recherche. Donc, il n'y a pas de contrainte de statut légal, il n'y a pas de contrainte de mode de fonctionnement. Voilà. La définition de l'ORDC, c'est vraiment l'objectif premier d'exercer en toute indépendance des activités de recherche ou de développement expérimental et de diffuser les résultats au moyen d'un enseignement, de publication ou de transfert de connaissances. Donc, je serais tentée de dire oui, mais c'est pareil, je n'engagerai pas ma responsabilité personnelle sur cette réponse. Je pense que ça nécessitera après de faire l'analyse auprès de nos avocats partenaires aussi pour avoir quelque chose de définitif. Oui, donc, ok. Bah, écoutez, la réponse a l'air de satisfaire la personne qui l'a posée, puisqu'elle vous remercie. Ah ouais, de quelle manière peut-on, voilà, donc et elle demande de quelle manière on peut contacter pour approfondir les questions. Et comme je l'ai précisé, les coordonnées de Laure vous seront envoyées à l'issue du webinaire, ainsi que le support présentation, et vous pourrez prendre attache directement avec elle pour aller un petit peu plus loin dans vos questionnements, et l'ETON sera là pour vous accompagner au mieux dans toutes vos démarches d'agrément, notamment pour les organismes publics. Oui. Enfin, nous avons une dernière question. Un CHU est-il considéré comme ORDC sans agrément? Jusqu'en 2021, un CHU est un organisme public. Donc, CIR 2021, pas de sujet. CIR 2022, après, peut-être une précision. Si on a des organismes publics qui n'entrent pas dans la définition de l'ORDC, ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas en mesure de valoriser les factures. Mais on les valorisera dans le cadre du crédit d'impôt recherche comme un sous-traitant lambda, comme on l'a fait jusqu'à présent, avec la seule contrainte qui est que le CHU devra obtenir un agrément auprès du ministère de la Recherche. L'ORDC est vraiment spécifique à ce nouveau crédit d'impôt pour de la recherche collaborative. Je ne sais pas, après, très honnêtement, il faudrait que je creuse le sujet. Je ne peux pas vous dire si un centre hospitalier universitaire est considéré comme un ORDC. Une université, un institut de recherche, une agence, un intermédiaire, une entité collaborative ou virtuelle axée sur la recherche. Est-ce que ça rentre dans cette définition-là, un centre hospitalier universitaire? Je ne saurais pas vous dire. Donc peut-être que les CHU pourront être considérés comme des ORDC, auquel cas on pourra profiter de ce nouveau crédit d'impôt. Dans l'hypothèse où ce ne soit pas le cas, rien n'empêche le CHU d'avoir un agrément classique et de continuer à facturer ses prestations, et rien n'empêche la société donneur d'ordre de valoriser ses prestations pour son montant simple, comme on l'a fait jusqu'à présent dans le CIR. Donc la personne ayant posé la question précise effectivement que le CHU publie des études et diffuse la connaissance. Oui, après c'est la notion d'entité c'est pas le fait qu'il y ait une publication de connaissances. Après, centre hospitalier universitaire, est-ce qu'un centre hospitalier universitaire, c'est l'équivalent d'une université? Voilà, c'est ma question. Juridiquement parlant, je ne suis pas juriste, donc je ne peux pas m'avancer sur cette définition-là. Parfait. Écoutez, je pense pour l'instant, je ne vois plus de questions. Je pense la session questions-réponses est close. Merci Laurence pour cette présentation qui était vraiment très pertinente, détaillée, et qui a permis de faire le tour un petit peu de toutes les évolutions auxquelles le CIR et le CI ont été confrontés ces derniers mois. Je pense qu'il est opportun pour 2022 de se rapprocher de partenaires qualifiés pour accompagner au mieux les entreprises et les structures académiques dans cette démarche. Oui. Voilà, donc l'ETON qui est notre partenaire fidèle depuis 3 ans sur tout ce qui concerne les dispositifs d'aide à l'innovation en général, et plus particulièrement aujourd'hui en ce qui concerne le CIR et le CI, est vraiment à votre disposition pour vous accompagner, vous faire bénéficier de son regard expert et avisé
sur les différentes législations et règles juridiques qui vont vous permettre de vous positionner au mieux sur ces dispositifs d'aide à l'innovation et Laure notamment avec son regard avisé comme vous avez pu le voir aujourd'hui. Merci Laure pour cette présentation. Merci à tous. Merci à tous et puis bonne fin de journée à tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir.